Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier ensemble la transposition du conte La Belle et la Bête vers le Disney que globalement tout le monde connaît. Mais avant tout, d'où vient ce conte? On peut trouver ses sources au IIe siècle après Jésus-Christ, dans le conte Les Métamorphoses d'Apulée. Alors, on est quand même bien loin du conte que l'on connaît tous, même si on comprend pourquoi on soupçonne que ça viendrait d'ici. On parle d'un homme aristocrate qui est transformé en âne et qui doit faire un voyage afin de trouver des roses et de les manger pour retrouver son apparence normale. Durant ce conte, on trouve déjà une sorte de voyage spirituel où l'âne aristocrate va être témoin de plusieurs choses et pouvoir évoluer dans la vertu. La transformation et les roses semblent être le point commun de tous les contes de près ou de loin en rapport avec La Belle et la Bête. Mais on retrouve précisément ce conte au XVIIIe siècle, en France. Tout d'abord dans le recueil La jeune américaine et les contes marins de Suzanne Gabriel de Villeneuve. J'ai que des mots à rallonge, je m'excuse d'avance. Et ensuite, plus particulièrement le texte que nous allons étudier aujourd'hui. La Belle et la Bête de Madame Le Prince de Beaumont. Je vous ai dit, les noms rallongent. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il connaît une véritable célébrité dans le monde des contes, à travers son manuel d'éducation, Le Magasin des enfants. Après avoir lu 2 autres contes de Madame de Beaumont, je pense pouvoir vous affirmer que son but est de mettre en avant différentes vertus comme la modestie, l'altruisme, la sagesse ou encore la charité. D'ailleurs, j'ai découvert que les premières origines de Belle seraient royales. Mais Madame de Beaumont a préféré effacer ce petit passage de ses textes, sûrement pour montrer que la vertu, ça ne dépend pas d'avoir le sang bleu, c'est-à-dire royal, mais que ça peut venir de tout à chacun. C'est en tout cas ma théorie. Avant de continuer plus loin, je tiens juste à préciser que certains auteurs et certains experts pensent que cette histoire serait aussi influencée par la réalité. Un homme nommé Pedro González, si je ne dis pas de bêtises, était atteint d'une maladie qui faisait pousser des poils et des cheveux sur son visage. Il a été recueilli à la cour d'un roi et a ensuite épousé une noble dame de la cour, tout simplement. Pour ma part, je ne suis pas sûre. Après, coïncidence ou pas, personne ne peut le savoir. On va se reconcentrer sur le véritable questionnement de cette vidéo. Comment on a pu passer du conte de Madame Beaumont au Disney qui a connu un succès incroyable? Car il ne faut pas oublier, La Belle et la Bête de Disney a marqué les esprits. C'est le premier film d'animation à avoir une statuette des Golden Globes, aussi le premier film d'animation à avoir eu l'Oscar du meilleur film, tout simplement, et un petit peu le seul film puisque ces messieurs ont eu le seum qu'un vulgaire film d'animation pour enfants ait remporté un tel prix, et c'est là qu'ils ont créé le meilleur film d'animation dans les Oscars. Pour ma part, j'aurais été réalisatrice, j'aurais été vraiment heureuse de leur mettre le seum à ce point-là. Mais ce n'est pas tout, ça a été aussi le premier film d'animation à être transposé dans une comédie musicale. La Belle et la Bête surfent sur le succès. Mais est-ce que le dessin animé aurait pu être le même succès sans le film de Jean Cocteau? Pour ma part, j'en doute très fort. Il y a d'innombrables changements apportés par le génie du réalisateur Jean Cocteau qui n'auraient peut-être pas été pensés par les génies du studio Disney. On va se remettre un peu dans le contexte. Dans le conte d'origine, Belle n'est pas fille unique. Elle a 2 sœurs et 3 frères, ce qui fait un peu une égalité, 3 sœurs d'un côté, 3 frères de l'autre. Bon, toujours pas de mère à l'horizon, il faut croire qu'elle porte malheur au conte, je ne sais pas, on ne les voit jamais. Ses sœurs sont particulièrement imbues d'elles-mêmes, orgueilleuses, dépensières, évidemment jalouses, sinon ce serait pas drôle. Ce qui est tout le contraire de Belle, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Belle. Oui, dans le conte original, elle s'appelle pas Belle, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais tout le monde l'a trouvée tellement merveilleuse dans le village, pourquoi on l'appellerait pas Belle, hein? Oui, bon, il y a 3 filles, il y en a une seule qu'on va appeler Belle. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle d'ailleurs, mais c'est aussi parce qu'elle est terriblement agréable à vivre. C'est quelqu'un qui pense avant tout à s'occuper de son père, à lire dans son coin. Il y a une sacrée différence avec le reste de la fratrie. C'est d'ailleurs une différence qu'on peut trouver avec le conte de Disney. Dans Disney, vous l'avez vu, ce sont les villageois qui trouvent Belle bizarre même si elle est belle, mais là, c'est les sœurs qui vont jouer le rôle de méchantes. D'ailleurs, je m'excuse d'avance, mais je vais devoir faire un résumé très long du conte, même s'il ne contient que 5 à 10 pages. Je n'ai pas le choix tellement il y a des détails importants à mettre en avant. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le village, personne ne la voit comme une créature étrange et évidemment, tous les garçons sont fous amoureux d'elle. Fous amoureux et prêts à l'épouser. Alors ici, son père n'est pas inventeur, mais un marchand. Pas n'importe quel marchand, un marchand très riche. Pété de thunes, comme on dit. C'est un petit peu pour ça que ses filles sont aussi gâtées. Il leur donne tout, elles veulent tout. Comme on dit, j'ai dépensé sans compter. Mais patatras. Plusieurs de ces navires se perdent en guerre. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas le train, c'était pas les carrosses, c'était les navires qui permettaient de déplacer d'un point A à un point B toutes les marchandises. À l'époque, perdre les navires, c'est un petit peu comme avoir un magasin et une assurance pas tout risque. Votre magasin a brûlé, votre assurance vous dit débrouillez-vous, nous on n'a rien à voir avec ça. Donc on se débrouille avec ce qu'on a et là c'est plus rien. Il est contraint de vendre la plupart de ses maisons et de ne garder qu'une petite ferme éloignée de la ville. Ce qui énerve passablement les sœurs qui aimaient beaucoup sortir. Les fils et Belle essayent vraiment d'aider leur père, de faire les tâches, de ne pas se plaindre surtout, mais les sœurs, elles sont énervées. Elles refusent totalement de devenir de pauvres paysannes et se vantent de partir en disant « Tu te débrouilles papa, moi il y a des gens riches qui sont prêts à m'épouser ». Le problème, c'est que quand tu es quelqu'un de très désagréable, oui, il y a des gens prêts à t'épouser parce que tu es riche. Mais quand tu es pauvre et désagréable,
il n'y a plus personne. Elle qui s'imaginait être avec un duc, un simple baron ne veut pas du tout. Et j'ai envie de dire, même sans titre de noblesse, quelqu'un d'assez riche ne veut pas une créature comme ça. Et pour Belle, c'est un petit peu l'inverse. Elle est tellement agréable, tellement gentille, plein d'hommes, des riches, des nobles, tous lui proposent de l'épouser pour la sortir de cette galère qu'elle ne mérite pas. Mais Belle est parfaite. Belle refuse de laisser son père dans cette galère. D'ailleurs, il y a un petit passage où elle ressent de la tristesse à la perte de cet argent. Je rappelle que les livres à l'époque sont riches et elle aime lire, donc elle n'a plus de livres. Mais elle chasse très vite cette tristesse en se disant « Pleurer ne servira à rien, autant être heureuse et pauvre ». C'est Macron qui l'a écrit ce livre. Plus sérieusement, j'aimerais bien voir son mental. Mais bonne nouvelle, on l'informe qu'un de ses navires est enfin arrivé au port. Ça y est. Le marchand y prépare ses affaires et il demande à ses filles « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il n'a pas retenu la leçon. Et évidemment, les deux plus âgées, qu'est-ce qu'elles demandent? « Je veux de la soie, je veux des perles, je veux des diamants. » Et Belle se rend compte que un navire pour tout ça, il n'y aura pas assez. Son père insiste en lui demandant ce qu'elle veut, et pour ne pas paraître quelqu'un de trop altruiste parce que ses sœurs seraient jalouses, elle dit « J'aimerais une rose ». Vous imaginez, elle demande juste pour que ses sœurs n'aient pas l'air de grosses rapias. Bon, vous y attendez pas, mais l'affaire du bateau, c'est un peu un piège. En fait, tous les créanciers du marchand l'attendent au port, récupèrent ce qu'ils peuvent des navires, et le marchand, il repart sans rien. Et pire que tout, au retour, il se perd dans un bois, mais quelque chose le conduit miraculeusement devant un magnifique palais. Une écurie attend avec du foin et de l'avoine pour le cheval qui meurt de faim. Et quand il rentre dedans, il trouve un salon avec un repas dressé pour une personne, et du vin, et tout ce qu'il faut avec une bonne cheminée. Mais le marchand n'est pas stupide non plus, il va attendre. Il va attendre très longtemps, jusqu'à 11h du soir. Mais personne ne vient. Il se permet de manger en se disant je parlerai avec le propriétaire demain parce que il fait faim quand même. Et puis en se perdant dans le château, il finit par trouver une chambre confortable, dressée pour quelqu'un. Il passe sa meilleure nuit. Le lendemain, il voit carrément un costume l'attendre au pied de son lit, il se dit bon, c'est une fée qui s'occupe de moi, qui est gentille. Il retourne dans le salon où il a mangé la veille, et il y a un petit chocolat qui l'attend. Il dit merci la bonne fée, et il mange son chocolat. Déjà une chose, il n'a pas l'air surpris par la magie. C'est quelque chose apparemment de logique dans l'univers. C'est une fée, elle existe, c'est elle qui a fait les choses. Deuxième chose, personnellement, je sais pas si j'aurais pris le risque de manger le repas de quelqu'un dans une maison vide. Après, l'époque n'est pas la même, mais moi j'aurais peur de tomber sur un Jeffrey Dahmer, visiblement pas lui. Et puis en repartant, il passe devant le jardin avec un magnifique cerceau rempli de roses, et puis il se dit, j'ai eu de la viande, j'ai eu du vin, un chocolat, ce qui est très cher à l'époque, un lit douillet, des vêtements avec des fils d'or. Une petite rose ou deux, ça va pas causer grand-chose. Erreur fatale. La bête apparaît, fait son gros méchant et explique très poliment que c'est pas de chance, il pouvait toucher à n'importe quoi, prendre ses coffres de trésors, prendre son argent. La seule chose qu'il aime, qu'il chérit, qu'il ne faut pas toucher, c'est ces putains de roses. C'est comme si vous cambriolez une banque, vous prenez un petit bonbon en partant et la police vous dit « Ah, présent à vie, t'as pris les bonbons, c'est pas de chance quand même. » Et du coup, il est très sympa en lui disant que tu dois mourir pour ça. Le marchand supplie la bête, lui explique qu'il a des enfants, des filles qui l'attendent. Et la bête est très sympa. Elle lui donne 3 mois. 3 mois soit pour revenir lui, soit pour qu'une de ses filles revienne à sa place et meure. Mais c'est pas totalement un con. La bête lui donne un coffre et dit tu mets tout ce que tu veux dedans et tu l'emportes. Donc en gros le mec il va mourir mais au moins sa famille elle est à l'abri. C'est quand même con. Si elle avait pas fait une fixette sur les roses, la bête elle était super. Il raconte chez lui, raconte tout ce qui s'est passé et là c'est la joie. Les sœurs ont enfin une raison de détester Belle et de lui faire multiples reproches. Oui, moi perso je serais en train de pleurer pour mon père mais elles leur priorité c'est s'en prendre à Belle. Elles la font culpabiliser, lui reprochent même de ne pas pleurer et Belle répond pourquoi je vais pleurer puisque mon père va vivre. Oui vous vous en doutez, Belle c'est le personnage parfait. Elle va mourir pour son père. Évidemment, elle prétend qu'elle n'est pas attachée à la vie même si elle est jeune et qu'elle préfère mourir que de mourir de chagrin que son père disparaisse. Les sœurs sont ravies. Enfin, elles vont se débarrasser de Belle qui leur casse les gonades. Le père, lui, il a un petit peu le seum, mais Belle, elle est décidée. Il se couche et se rappelle du coffre. Un coffre qui est apparu miraculeusement dans sa chambre. Là, je crois que c'est le premier mouvement vraiment intelligent du père. Il se dit je vais rien dire à mes filles parce que sinon elles vont vouloir retourner en ville et moi je veux mourir dans cette maison. C'est bon, je vais perdre ma fille, je vais pas vivre ma meilleure vie pendant qu'elle meurt. Logique. Il va quand même en parler à Belle avant qu'elle parte et elle dit que miracle, pendant qu'il était parti, il y a 2 hommes qui sont venus de la ville, plutôt aisés, et qui ont dit qu'ils étaient très amoureux des sœurs. Ils veulent bien les épouser même si elles n'ont pas d'argent, pour leur donner la Légion d'honneur. Belle part avec son père et les sœurs, elles font semblant de pleurer en se frottant des oignons sur la gueule, pendant que heureusement ses frères pleurent pour de vrai. Elle part donc pour le château et elle essaye de faire bonne figure auprès de son père. Le repas est prêt, elle mange en mode tout va bien, je suis pas du tout nouée, je vais pas du tout mourir ce soir. La bête arrive, demande à Belle si elle est venue de son plein gré. Elle dit oui. Ça c'est bien, au moins il se préoccupe d'elle. Et puis après il leur dit allez dormir, on verra ça demain. Et là Belle rêve d'une belle femme qui lui dit que son sacrifice va être récompensé.
Notez, c'est un peu important. Le lendemain, le père est renvoyé. Belle pleure un peu, mais juste un peu parce qu'elle se dit ça sert à rien de pleurer, donc bon, ne pleure pas. Ça marche pas comme ça, Belle. Si t'as envie de pleurer, tu peux pas te retenir aussi facilement, ok? Bref, elle préfère passer du temps plutôt que se lamenter. Elle parcourt le château, le jardin, et là, elle voit un magnifique appartement à son nom. Alors déjà, quand t'es censé mourir, t'as pas un appartement à ton nom. Elle rentre, et l'appartement est rempli de livres, de clavecins, de livres de musique, tout ce qu'elle aime. Il y a même un livre aux lettres d'or qui lui explique que si elle veut un truc, elle va l'avoir. Donc Belle, qui est une merveilleuse fille, elle pense à son père, et là il y a un miroir qui lui montre son père, qui pleure avec ses sœurs à côté qui essayent de grimacer pour avoir l'air triste, mais il y a un joli sourire qui s'affiche. Et je vais pas dire le mot, je vais être bannie, mais on sait à quoi je pense. Elles sont purement contentes que leur sœur soit morte. À partir de là, la bête va expliquer à Belle, lui faire comprendre qu'elle est la maîtresse des lieux, qu'elle aura tout ce qu'elle désire. Elle décide de tout. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle le laisse regarder souper. Si son kink se résume à regarder quelqu'un manger, on peut pas le juger. Seul souci, un schéma va se répéter, un schéma aussi désagréable pour la bête que pour la Belle. Chaque soir, il va lui demander si elle veut bien l'épouser, et elle va refuser. D'ailleurs, Belle va même jusqu'à penser que c'est dommage qu'elle soit si laide, la bête, parce que sinon elle l'aurait bien épousée. Elle est gentille, elle est douce. Alors je sais bien, on dit qu'on juge pas sur le physique, mais là je rappelle que normalement à ce moment-là, la bête a une sorte de tête de sanglier, donc bon, à sa place vous auriez fait pareil. Tous les soirs ça se répète, à la même heure. Il me semble que c'est vers 7 heures, elle vient, elle mange, la bête la regarde manger, lui demande de l'épouser, et elle refuse. Sauf qu'un soir, Belle le supplie d'arrêter. Elle adore la bête, même si elle est laide, et elle supporte pas de la voir souffrir. D'ailleurs, désolée d'avance si je dis le ou la pour la bête à chaque fois, parce que c'est à la fois la bête, mais aussi un homme. Bref, elle explique qu'elle ne pourra jamais lui dire oui, et qu'il devrait se contenter d'être au moins son amie. Oui, c'est la friendzone pour la bête. Et là, la bête lui demande au moins si elle peut rester à tout jamais avec lui. Bien tenté. Et en plus, on sent que la belle hésite. C'est pas qu'elle a pas envie. Une part d'elle a envie, puisqu'encore une fois, la bête est super agréable. Mais je rappelle que tous les soirs, il y a son miroir qui montre son père en train de mourir de chagrin. Du coup, panée son intelligence, Belle essaye de marchander. La bête se la joue grand mélodrame et dit qu'il va mourir de chagrin si elle part, mais qu'il préfère ça plutôt que de la voir souffrir. Grand cœur. Belle, qui l'aime beaucoup, refuse qu'il meure, mais elle propose un petit compromis. Elle part 8 jours, pas plus, pas moins. Elle voit son père, profite d'être avec lui et elle revient. De toute façon, ses sœurs sont mariées, ses frères sont partis à l'armée, il y aura que son père, il y aura rien pour la retenir. La bête est très gentille, elle accepte et elle lui donne une petite bague à mettre pour revenir aussitôt les 8 jours passés. Le lendemain, elle se réveille chez son père. Moment assez drôle, elle fait crier la servante qui, oui, j'imagine, ça fait une paire de mois que tu vois la chambre vide, tu t'en occupes parce que l'homme il a demandé. Puis d'un coup, il y a une jeune fille, ça fout un peu les chocottes. Mais son père arrive fou de joie. Alors, il comprend pas bien, mais il est heureux. La belle est un peu gênée parce qu'elle se dit, je suis pas habillée. Elle est pas nue. Mais pas habillée à l'époque, c'est-à-dire qu'elle a son linge de nuit, sa chemise de nuit. Et juste à cette pensée, il y a un coffre qui apparaît au pied de son lit avec plein de vêtements, mais super chers. Elle prend la moins riche de toutes et elle dit, je vais donner le reste à mes sœurs. Et le coffre disparaît. Le père explique que le coffre, la bête l'a offert à elle et pas à ses sœurs. Et là, le coffre réapparaît. Alors, encore une fois, la magie pour eux, c'est normal. Il y a un coffre qui apparaît, qui disparaît, une fille qui apparaît, qui disparaît. Par contre, premier faux pas. Je ne sais pas qui, mais un crétin avait prévenir les sœurs que Belle était revenue. Elles accourent avec leur mari, et là, c'est le drame. Elles sont malheureuses. Il y a eu un karma. Le premier mari, il est giga beau. Mais tellement beau en fait qu'il s'aime, c'est un peu narcisse. Et il s'aime tellement qu'il se moque un peu de la beauté des autres et il s'en fiche de la beauté de sa femme. Le deuxième, lui, il est giga intelligent. Mais il s'en sert pour abaisser les autres et en particulier l'intelligence de sa femme. Donc vous imaginez bien, les sœurs sont giga malheureuses. Elle voit Belle arriver avec de belles robes, des bijoux, tout ce qu'il faut, vraiment elle est bien, alors qu'elle était censée mourir. Elles ont le seum. Et comme ce sont de vilaines filles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles veulent énerver la bête et la forcer à manger Belle. C'était le plan depuis le départ. Vraiment, il n'y a pas de doute. C'est pas, non, c'est des connasses qui veulent tuer leur sœur. Je veux qu'on soit tous d'accord là-dessus. Je vous jure que quand on a des sœurs comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pleurer, s'attrister, aller jusqu'à s'arracher des cheveux en disant non Belle, pitié, ne pars pas, on est tellement triste depuis que tu n'es plus là. Et comme Belle est aussi intelligente qu'elle est complètement stupide, elle accepte. Genre elle voit pas que ses sœurs mentent, alors que ça fait des années que ses sœurs sont vilaines. Mais au bout de 10 jours, donc 2 jours en plus des 8 jours, ça va, c'est pas trop long, la Belle culpabilise. Elle se rappelle de ce qu'avait dit la bête, qu'elle souffrait, qu'elle mourait de chagrin. Et même si elle ressent toujours pas d'amour, elle sait qu'elle sera bien plus heureuse si elle est mariée à la bête, contrairement à ses sœurs qui sont mariées à des hommes et qui sont malheureuses comme tout. Elle met la bague et se réveille chez la bête. Elle s'habille comme Jaja et attend l'heure du souper, mais limite avec impatience. L'heure arrive, mais pas de bête. Elle attend encore un petit peu, mais
toujours pas de Bette. Alors évidemment, elle s'imagine déjà la Bette morte et elle la cherche partout désespérée. Là, Belle la trouve dans le jardin. La Bette est allongée, elle est désespérée à l'idée de l'avoir tuée et elle ne ressent aucun dégoût. C'est la première fois qu'elle voit la Bette et qu'elle ne se dit pas « je suis pas difficile mais quand même faut pas exagérer ». Elle est juste terriblement inquiète pour lui. Bon alors, la Bette avait globalement décidé de se laisser mourir de faim. Mais il est heureux de la voir une dernière fois avant de partir pour un meilleur monde. Belle le supplie de ne pas mourir et elle dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle l'aimait. Pouf, lumière, feu d'artifice, musique, et c'est pas une façon de parler, c'est vraiment décrit dans le livre. Vers le château, il y a une fête qui s'annonce, et là, il y a un magnifique prince décrit comme plus beau que l'amour, qui est debout devant elle. Il explique qu'il avait reçu le sort d'une vilaine fée, et que pour le rompre, il fallait que quelqu'un tombe amoureux de lui, sans sa beauté et sans mettre en avant son intelligence. Là, ils vont au palais, et il y a la dame du début du rêve de Belle, qui est là, qui lui dit bravo, tu as réussi. Tu as préféré la vertu à la beauté, et à l'esprit aussi, et que tu mérites d'être reine, en espérant qu'en étant reine, tu restes tout aussi vertueuse. Et il y a également la famille de Belle, le père, les frères et les sœurs. Et c'est l'occasion parfaite pour les fées, puisque à l'époque, c'était plutôt à la mode de faire souffrir les gens, de punir les sœurs. Elles sont transformées en statues de pierre, mais en étant conscientes. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez immortelles sans pouvoir bouger ni rien, placées à l'entrée du palais de Belle pour avoir le seum au complet, voir Belle heureuse et reine, et elles ne pourront redevenir normales que lorsqu'elles reconnaîtront leurs erreurs et leurs torts dans cette histoire. Et la fée ajoute même que, je doute que ça arrive, vous allez rester des statues toute votre vie. C'était long. Pour un texte aussi court, il s'en passe des choses. Je n'avais vraiment pas le choix d'être aussi pointilleuse pour pouvoir comparer avec le film de Jean Cocteau, puis avec Disney. Il faut savoir que ce réalisateur a apporté énormément de changements qui, comme je vous l'ai dit, apporteront beaucoup au film Disney. Je tiens aussi à ajouter que je ne vais pas parler du film live de Disney, déjà parce que je ne l'ai pas vu, et puis, comme je vous l'ai dit, le film d'animation a reçu des Oscars, enfin ça a été un événement incroyable en 92. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt de parler du film live plus tard. Même si d'après ce qu'on m'a raconté, apparemment, il y a pas mal de choses qui se sont raccordées au conte d'origine. Je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Donc on va se concentrer sur les 3 œuvres citées. Pour commencer, pourquoi Cocteau n'a pas respecté scrupuleusement le conte d'origine? Déjà, la raison est simple, encore une fois, c'est un conte entre 5 et 10 pages. C'est au pire un court-métrage. Même si mon résumé vous a paru long, c'était clairement pas assez pour résumer un film. Il a adapté quelques changements et s'est notamment inspiré d'un deuxième conte, La Chatte Blanche, de Marie-Catherine D'Aulnoy. Et aussi, d'après ce que j'ai lu, ce qu'il a imaginé concordait plus ou moins avec des rêves qu'il avait eu enfant. Ça tombe bien. L'un des premiers changements, c'est la suppression de 2 frères sur les 3. Franchement, c'était plutôt intelligent. 3 frères ne servent à rien, à part, ils sont gentils et ça fait une égalité 3 frères, 3 sœurs. Donc, on bazarde 2 frères, mais à la place, on fait venir un nouveau personnage, Avenant. Avenant qui plus tard redonnera sûrement Gaston. Avenant est le meilleur ami du frère qui reste, donc Ludovic. Notre cher Jean Barré, pour ceux qui connaissent cet acteur. L'acteur adulé par ma mère, elle le trouve incroyablement beau et il y a eu un nombre incalculable de signatures de sa part. Donc, comme je vous l'ai dit, Avenant et Gaston, mais en moins bête, moins égocentrique, moins cruel et moins jugeant. On ne peut pas lui retirer le fait qu'il a l'air d'aimer profondément Belle. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment malin. Les 3 frères n'apportaient rien, un seul c'est suffisant, et ça permet la création d'avenants. Par contre, Ludovic, on lui a apporté un caractère un peu particulier, voire une partie de moi me dit que c'est dommage. Ludovic adore Belle. Enfin, tout le monde adore Belle à part les sœurs, faut se mettre ça en tête. Mais Ludovic aime tellement Belle qu'il en est relativement méchant avec ses sœurs. Il va les juger, les rabaisser, et puis Ludovic c'est aussi quelqu'un d'un petit peu inconscient. On va en reparler plus tard, mais Ludovic joue beaucoup au pari et perd beaucoup d'argent. Je vous rappelle, le père a perdu sa fortune à la base. Jean Marais ne joue pas seulement Avenant, il joue le rôle de la Belle et la Bête, et il y a une explication plus tard de pourquoi. D'ailleurs, il ne fait pas que jouer un rôle, il propose aussi des idées au réalisateur. Une de ses idées était de porter une tête de cerf pour jouer le rôle de la Bête, puisque le cerf, c'est le roi de la forêt, donc ça allait bien avec quelqu'un de royal. On a abandonné cette idée, on avait peur qu'une tête de cerf ce soit un petit peu ridicule, sachant qu'il devait jouer une bête sanguinaire, quelque chose de cruel, d'atroce. Donc, nous avons un acteur pour 2 personnages. 2 personnages amoureux de Belle. Cette dernière est jouée par Josette D et j'ai énormément de mal avec elle. C'est une très bonne actrice, je ne dis pas du tout le contraire. Et peut-être que je me trompe, mais à mes yeux, elle est un petit peu arrogante. J'avais l'impression que ses paroles étaient un peu cruelles envers la Bête, un peu passif-agressif, ce qui est en totale contradiction avec Belle. Ça retire un peu de sa compassion, de sa pitié. Après, c'est peut-être moi qui me fais une idée, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est la Patty du futur. Je préfère apporter une petite précision à ce moment-là parce que je suis pas sûre que ce soit très clair dans la vidéo. Quand je parle d'arrogance, je parle pas de l'actrice en elle-même. Je parle de ce qui ressort pendant qu'elle joue.
Donc Josette D, ça se trouve c'est une femme adorable, y a pas de souci. D'ailleurs ses autres photos me font pas ça. C'est vraiment son personnage dans le film qui donne cette sensation d'arrogance. Je préférais être claire là-dessus. Des bisous. Pour les sœurs, il n'y a pas vraiment de changement, à part peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai une pointe de pitié à cause de Ludovic. Des fois, j'ai vraiment du mal à les détester. Il y a des moments où je me dis, mais il y a peut-être une raison derrière tout ça. Par exemple, pour la première scène, justement. Je vais vous résumer le film comme j'ai résumé le conte. Dans la première scène, donc, nous avons Belle, à genoux devant ses sœurs dans des confortables fauteuils, en train de laver leurs pieds. Bon, les sœurs, elles sont désagréables, en mode tu fais mal ton taf, fais mieux que ça, et puis ci, puis ça, elles oublient un petit peu que c'est leur sœur. Hein. Sauf que là, Ludovic tire une flèche, puis Avenant se moque et tire une flèche à son tour, et ben, je sais pas comment il a fait son compte. La cible est là, la flèche est partie là-bas, hein, il est aussi mauvais viseur que moi, et ça tombe dans la pièce où il y avait les trois sœurs. Quelqu'un de normal dira, ça va, tout le monde va bien? Non, là, c'est Belle va bien. Il s'inquiète tout de suite pour Belle, mais pas une seconde, ils pensent à leur sœur. Alors ok, elles peuvent être cruelles, mais quand c'est tes sœurs, justement, t'es censé t'inquiéter un petit peu, au moins voir si tu les as pas touchées avec ta flèche. Ils se fichent totalement d'elles, et c'est ça le piège. Moi, je suis venue pour détester deux sœurs qui sont super méchantes avec Belle. Si tu me rajoutes deux personnes qui les titillent tout le temps et qui sont méchants, au bout d'un moment, je me dis, ok, elles sont méchantes, et elles s'en prennent plein la gueule aussi. Qu'est-ce que tu as? Ils ont tiré une flèche dans la chambre. Belle n'a rien? Belle, toujours Belle. Peu importe, Belle. On pourrait même se demander si elles ne sont pas devenues comme ça à cause de leur frère. Ça amène une forme d'empathie que je suis vraiment déçue d'avoir pour des personnages comme ça. Le début suit globalement le conte, même s'il y a des petits ajouts pour renforcer l'histoire, pour qu'on sache un petit peu, des détails comme on dit, comme le fait qu'elles veulent aller chez la duchesse. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'époque, elles étaient transportées sur des sortes de chaises portées par des serviteurs, qui sont tous sous et en train de dormir dans le foin. En même temps, ils sont pas très bien payés, ils ont que ça pour se rassurer. Et elles reviennent de chez la duchesse qui a fait genre qu'elle était pas là alors qu'il y avait une giga fête dans son jardin parce que j'ai pas envie de traîner avec elle. Il y a aussi la différence que Avenant, nouveau personnage, tente de convaincre Belle de l'épouser. Alors Avenant, je vous l'ai dit, ce n'est pas un Gaston, c'est pas quelqu'un d'aussi méchant, cruel, un peu stupide, mais il a une manière de faire où il sert Belle, où il est un petit peu trop insistant quand même. On sent une idée de chantage, de contrainte. Belle refuse, Avenant insiste, on a envie de le baffer. J'ai envie de le baffer. D'ailleurs, même s'il est l'ami de Ludovic, ce dernier déjà, il aime pas trop l'idée que quelqu'un qui est son ami veuille épouser sa sœur, mais en plus il le soupçonne d'avoir été mis au courant que son père allait récupérer des navires, et que c'est pour ça qu'il voulait épouser Belle, pour avoir de l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'Avenant n'est pas forcément riche. Et aussi qu'Avenant n'est pas parfait, et c'est très bien. Ludovic n'est pas en reste. Comme je vous l'ai dit, il a une fâcheuse tendance à parier, à perdre de l'argent, et il doit énormément aux créanciers. Et le problème, c'est que cet abruti, en sachant que son père va récupérer un navire, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais signer un petit papier au créancier, et le créancier, voilà, j'ai une promesse, je vais vous rendre l'argent, mais si je vous rends pas l'argent, vous pouvez prendre les meubles de mon père. Le fameux impact dont j'ai parlé plus tôt. Ludovic, réveille-toi. Bref, le père part récupérer ses marchandises, ou pense le faire, avant de se retrouver devancé par ses créanciers, qui ont récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Et comme dans le conte, il se perd, tombe sur le château, et là, un petit changement. Les objets sont animés. Alors, c'est pas comme dans Disney où les objets bougent tout seuls, mais on voit des bras sortir de murs, tenir les chandelles, verser le vin. Il y a un début de magie et de quelque chose d'un peu anthropomorphique. Du coup, ce ne sont plus des objets qui apparaissent par magie sur la table, il y a quelque chose qui les anime. Donc, dès le départ, il y a l'idée de magie, c'est pas « Ah tiens, je pense qu'il y a une fée ». Là, il y a la preuve que quelque chose n'est pas normal. Et à mes yeux, l'animation de ces mains, c'est ce qui va pousser Disney à imaginer des objets animés. D'ailleurs, animer des objets par le dessin, c'est beaucoup plus simple qu'en vrai. Donc je comprends pourquoi ils ont pensé à des mains avant tout. Ce qui était déjà génial pour l'époque. Encore une fois, tout continue comme le conte, la rose, le père qui supplie, la bête qui parle d'échanger avec une de ses filles, et là, le magnifique. Le magnifique est un cheval. Alors, pas le même cheval que dans le Disney, hein, je vous retiens. Si l'on dit à ce cheval, va où je veux, le magnifique, va, le cheval va y aller. Ça rajoute un petit peu de magie. Plutôt intelligent pour retrouver facilement le château, contrairement au premier conte où on sait pas comment ils ont fait. Et aussi, le cheval va être un petit peu utilisé à la fin. Mais là, il y a une autre chose que va amener le cheval, un changement qui à mes yeux est très intelligent. Dans le conte, Belle dit qu'elle va aller à la place de son père, et son père accepte. Dans le film, le père refuse. Le père ne veut pas que Belle parte à sa place. Donc Belle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le cheval, lui dit « Va où je vais, le magnifique. Va. » et part sans l'autorisation de son père. Je trouve ça très beau parce que le père refuse le sacrifice, la fille le veut, va contre lui d'ailleurs, désobéir à son père, c'est pas vraiment une chose qui est censée être logique. Pour l'époque, je parle, pour le contexte. Et ça donne un peu de substance à l'héroïne. C'est pas quelqu'un qui subit tout. Elle a un petit peu plus de caractère. Bon, par contre, sachez qu'entre-temps, Ludovic a très gentiment proposé d'envoyer de force une des sœurs. Pourquoi n'irais-tu pas, Félicie? Tu es trop coriace pour qu'on te mange. Il les aime vraiment pas. Et Avenant, de son côté, a proposé de tuer la bête. C'est un changement assez majeur.
Dans le conte, on parle jamais de tuer la bête. La bête est censée être un peu immortelle, une créature forte, une créature qui fait craindre. Ici, il y a l'idée de toucher la bête, l'idée qu'elle n'est pas aussi forte que ça. Même si le père dit elle est bien trop forte pour ça, l'idée germe quand même quelque part. Ça donne à mes yeux une forme d'humanité à la bête, une forme de vulnérabilité. Dans l'histoire de base, on se concentre sur la mort de Belle. Là, ils essaient de se concentrer sur la mort de la bête. Donc, comme je le disais, contrairement au conte, la Belle arrive seule. Elle découvre toute seule le château, se promène, trouve toute seule sa chambre, et tombe sur le fameux miroir qui va lui dire pense à ce que tu veux, je vais te le montrer. Et là, elle va voir son père, elle va culpabiliser et songer à repartir pour revoir son père, et tombe sur la bête et s'évanouit de peur. La suite suit à peu près le conte, même si Belle, je vous l'ai dit, elle est un petit peu plus pimentée que dans le conte. Elle va sortir une phrase qui m'a plié de rire, mais en même temps m'a fait très mal pour la bête. La bête va s'excuser de sa laideur, et la Belle, qu'est-ce qu'elle répond? Je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Sérieusement? Ça tacle comme ça, sans raison. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais un petit peu de mal avec l'actrice. Il y a toujours ces petites phrases passives-agressives. On est loin de la Belle dans le Disney qui ne veut pas se laisser faire en mode c'est pas parce que t'es pas contente que je vais la fermer, mais on est plutôt dans le j'ai bien voulu venir mais en même temps je te mets mon seum dans la figure alors que je sais pas comment expliquer, mais l'actrice elle a un air un peu hautain dans le film, désert qui donne envie de la gifler, mais alors lui faire dire ce genre de phrase en prime, en plus c'est pas la seule phrase, c'est drôle mais choquant et à mes yeux ça retire un peu de la douceur de Belle. Bon, comme dans le fameux conte, le soir il la regarde manger, lui pose la fameuse phrase, Belle refuse. Enfin, et là, la bête espionne Belle avec le miroir. Déjà par rapport au livre, le miroir a beaucoup plus d'importance. Dans le conte, on le voit que vers la fin. Mais en plus, on a déjà une idée de l'engouement de la bête pour Belle. Avant, on avait l'impression que c'était un peu automatique, tandis que là, on ressent vraiment sa passion. Je dirais même une passion douloureuse. Et c'est là que moi, qui n'avais rien compris, comprends enfin que s'il a le miroir, c'est qu'il est dans la chambre de Belle, parce que Belle rentre et lui demande pourquoi il est là. Alors là, madame, elle a compris que c'était ses appartements. Elle n'a pas perdu une seconde. C'est encore un changement intéressant mais agaçant à mes yeux. On perd encore de la douceur de Belle, mais pas dans le bon sens du terme. On a encore quelques moments de vie un petit peu différents du conte, en même temps c'est des ajouts pour amplifier la vie. Par exemple, Belle est en train de donner à boire à la bête demande si ça la répugne, et elle dit qu'elle trouve ça plutôt agréable. Je la comprends pas, tu l'aimes ou tu l'aimes pas la bête en fait? Elle finit même par lui confier qu'elle attend avec impatience le moment du souper pour être avec lui. Pour finalement l'attendre et le supplier de laisser voir son père. C'était calculé. Notre peluche géante en profite pour lui demander si à son retour elle deviendra sa femme. Mon coco, on appelle ça du chantage. Et comme elle ne répond pas, il explique qu'il va mourir de douleur si elle ne revient jamais. Il y a la fameuse promesse de revenir dans une semaine, mais aussi une nouvelle phrase de Belle. Vous me flattez comme on flatte un animal. Mais vous êtes un animal. Animal. Madame, tu prends un petit peu trop la confiance. Tu parles à une bête géante et à demi humaine qui pourrait te tuer sur le champ. Respecte-la. Et ça part se promener dans le jardin sans l'autoriser à partir en disant « Je vais réfléchir ». Et là, il demande si on l'a déjà demandé en mariage, si c'était un homme jeune, s'il était beau, pourquoi elle a refusé, et ellipse. On a un chouette passage où Belle voit la bête rentrer, couvert de sang, puisqu'il venait de se nourrir d'animaux sauvages. D'ailleurs, petit fait intéressant, le masque de Jean Marais n'était pas du tout pratique sur le tournage. Il ne pouvait pas mâcher comme il voulait, du coup il devait se nourrir de purée et de compote, et pour la scène où il mangeait l'animal, c'était un petit peu compliqué. Pour rendre la scène un peu plus réaliste, puisqu'il ne pouvait pas bouger la bouche comme il voulait, il y avait un homme qui était caché derrière lui, qui avait des petites tiges en main, et qui faisait bouger ses oreilles pendant qu'il dévorait la créature, pour donner l'air d'un animal affamé. Ingénieux, n'est-ce pas? Pas mal, non? C'est français. Pour en revenir à la scène, Belle leur donne d'aller se laver, d'aller dormir, un petit peu comme une matriarche. Et la bête le supplie d'arrêter de regarder parce que son regard le brûle. J'ai pas trop compris si c'était littéral ou une façon de parler en mode ton regard est sévère. Mais à ce moment-là, il y a une scène comme s'il y avait vraiment quelque chose qui le brûlait. Ellipse rapide chez le père, qui voit des créanciers prendre tous ses meubles, qui comprend pas bien, et en fait on se rend compte que Ludovic ne lui avait rien dit. Le gars, il a été au courant que son père n'avait plus de meubles, il veut dire papa dans quelques jours il va y avoir une autre mauvaise nouvelle. On va attendre qu'ils arrivent, c'est jamais s'ils ont oublié. Eh, je l'aime pas ce Ludovic. On retourne à Belle qui est allongée, l'air complètement meurtrie, et la bête lui demande si elle est malade. Rappelez-vous de vos meilleurs jours où vous avez fait semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école, c'est un peu ça. Elle dit qu'elle souffre de voir son père souffrir. Ça, je peux comprendre. Et je comprends aussi que la promesse de la bête de réfléchir, c'était un petit peu du pipeau. Et c'est là qu'on introduit le pavillon de Diane. Depuis le balcon, on peut le voir. C'est une pièce au milieu de la cour, fermée à clé. J'ai pas tout compris, mais en gros, personne ne peut rentrer, pas même la bête.
Mais la Belle peut avec la clé. Et c'est un petit peu un testament surprise, la Bête lui dit « Quand je serai mort, tu récupères tout ». Et pour une autre raison que j'ignore, la Bête agit un peu comme un méchant de dessin animé qui confie tous ses plans en mode « La rose, le cheval et 3 autres secrets sont le secret de ma puissance ». Heureusement que la Belle elle est vraiment gentille parce que sinon elle avait une solution pour s'en débarrasser direct. Et là vous vous dites sûrement que ça fait un moment que je n'ai pas précisé qu'il y avait eu tel ou tel changement apporté. Eh bien c'est simple, c'est parce que tout ce que je viens de dire avant, c'était pas dans le conte. Ce sont des détails ajoutés par Jean Cocteau qui sont super intéressants pour ajouter du lore à la Bête et qui fait aussi mieux comprendre le rapprochement entre les deux protagonistes. Ensuite, la Bête donne un gant à Belle pour qu'elle puisse se transporter. Il lui dit « Tu t'allonges, tu mets le gant et tu vas arriver chez ton père ». Le père est ravi de voir sa fille, encore une fois comme dans le conte, et on va avoir une petite foire d'événements magiques qui va avoir lieu et qui ne sont pas forcément dans le conte. Pour commencer, le père parle avec la Bête, se rend compte qu'elle est peut-être un petit peu attachée à la Bête, et en pensant à elle, Belle va se mettre à pleurer des larmes de diamant. Et là, première fois, le daron est intelligent. Il dit qu'il faut absolument cacher ça à ses sœurs. On sait exactement de quoi elles sont capables. Alors, changement par rapport au conte, les sœurs ne sont pas mariées, mais par contre, elles triment à la ferme. Elles se plaignent de leurs mains qui sont abîmées, et Ludovic ose dire « Les belles princesses, quand on n'a plus le sou, on travaille. Ludovic, je rappelle que c'est à cause de toi qu'il n'y a plus aucun meuble dans la maison. Heureusement, Avenant est là pour donner un coup de main, il n'était pas là que pour Belle. Et la deuxième tour de magie, Belle va donner son collier après qu'une de ses sœurs se soit extasiée devant, la sœur l'attrape, et le collier se transforme en une espèce de racine un peu gluante. Le père, encore une fois, est intelligent et explique que c'est sûrement un sort de la Bête. Avenant réfléchit un peu et s'inquiète à l'idée que Belle puisse tomber amoureuse de la Bête. Et là, elle va assurer qu'elle aime juste bien. On connaît le bien. Les sœurs perdent pas le nord et proposent d'amener la Bête au tribunal de l'église pour se faire un petit peu de moulin. Mais Belle réagit et le défend. Elle ne veut pas. Et là, c'est un petit peu la foire aux questions sur la Bête, comment elle vit, comment elle mange. Et les petites bitches de sœurs, elles osent juger Belle d'arrogante, d'orgueilleuse. Vous voyez la paille, vous voyez la poutre. Avenant et Ludovic reparlent de tuer la Bête, mais pas devant la Belle cette fois. Et surtout, sérieusement. C'est pas juste une idée en l'air. Et un autre petit changement avec le conte. De base, c'était les sœurs qui se frottaient les yeux avec des oignons pour faire semblant de pleurer. Là, c'est Ludovic qui va dire aux sœurs, frottez vos yeux avec des oignons et faites semblant de pleurer. L'une des sœurs a même l'intelligence de dire, mais si elle sent l'odeur. Et elle dit, elle sera tellement attristée par notre chagrin qu'elle s'en rendra pas compte. Et vous comprenez pourquoi j'ai pitié des sœurs. Ludovic, il est pas si gentil que ça, et les sœurs, elles sont pas... Si, elles sont méchantes. Je peux pas dire qu'elles sont pas méchantes. Mais elles sont un petit peu manipulées sur certains moments. On a le doute de est-ce que c'est tout le temps comme ça ou pas. Petit mensonge auprès de Belle en pleurant, on vole discrètement la clé parce qu'il faut penser aussi à la moula. Puis après, il y a un magnifique repas servi par Belle. Mais les sœurs, elles retrouvent leur caractère puisqu'elles disent « Oh bah dis donc, tu sers mal, et puis ci, et puis ça. Depuis que madame fait la princesse avec la Bête, elle ne s'embête plus à servir les gens. » Je vous jure que c'est très difficile d'être patient avec elle. J'essaye, mais c'est dur. Belle va pleurer, et du coup, les 4 compères, Ludovic, Avenant et les sœurs, peuvent discuter de leur plan. Mais avant ça, Avenant, ce bon gros forceur des familles, va essayer de convaincre à nouveau la Belle, de l'emmener loin, de tuer la Bête, de vivre ensemble. Elle ne veut pas. Petite ellipse chez la Bête, où on voit en train de pleurer sur le lit de Belle, à renifler l'odeur de sa couverture, il frotte son visage, et ça fait mal au cœur, on sent que la Bête est vraiment attachée à Belle. On sent pas que c'est vraiment quelque chose de forcé, c'est vraiment un sentiment puissant à ce moment-là. C'est mignon et un peu glauque. On retourne sur le complot des 4 crétins. Ils décident de voler le cheval, le magnifique. C'est d'ailleurs une des sœurs qui rappelle ce qu'il faut prononcer parce que Ludovic et Avenant sont trop bêtes pour s'en souvenir. Et ils partent chez la Bête. Pendant ce temps, Belle se dit, bon, ça fait un moment que je suis plus là-bas, il faut que je retourne voir la Bête. Elle prend son gant, elle s'allonge, elle se réveille chez la Bête, se rend compte, cette idiote, qu'elle a oublié la clé, retourne chez elle à nouveau, ne trouve pas la clé, puis retourne chez la Bête. Je sais pas si c'était si important que ça d'aller chercher la clé tout de suite. Et là, on est un peu surpris parce que normalement, le cheval va très vite, le magnifique. Ludovic et Avenant sont partis avant Belle, mais on voit Belle arriver avant eux à la Bête. Et la Bête est déjà au sol. La Belle est hyper attristée et surtout hyper inquiète pour la Bête qui est en train de mourir. Elle essaie de le convaincre, de se battre, de lutter contre la mort. Et la Bête dit cette phrase. « Si j'étais un homme, sans doute je ferais les choses que vous dites. Mais les pauvres bêtes qui veulent trouver leur amour ne savent que se coucher par terre et mourir. » Vous vous rappelez, je vous ai dit que la Belle est arrivée avant Avenant et son frère. Il y a une raison à ça. Ils sont abrutis, ils sont crétins, ils sont bêtes. C'est simple. Ces 2 abrutis ont décidé de faire un petit détour pour d'abord récupérer le trésor. C'est vrai que, je sais pas, moi je me serais dit, je vais chez quelqu'un le tuer puis voler son trésor. Je vais d'abord le tuer pour voler le trésor tranquille. Non, ils se disent, je vais voler le trésor et ensuite le tuer. Et en plus, ces idiots, ils ont la clé, ils arrivent devant la porte, ils disent,
Non, c'est un piège. Ouais, non, une clé, une serrure. Ça marche pas comme ça, la vie. Ils vont escalader un mur, arriver en haut, le plafond, c'est de la vitrail. D'ailleurs, en cassant la vitre, Avenant dit, du verre, c'est du verre, et flash! Et là, Avenant lui dit, tiens-moi les mains, fais-moi descendre. Parce qu'il y a plein de trésors, donc il a envie de les récupérer. Je l'avais pas précisé, mais avant, quand la bête avait donné la clé à Belle, lui a dit, il y a que ce moyen-là pour entrer, parce que sinon, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a une statue à l'intérieur, qui tient un arc, qui se tourne lentement vers Avenant, et qui, flash, décoche une flèche dans son dos. Avenant souffre, évidemment. Et là, pour l'époque, on a un magnifique morphing. Alors, le morphing, c'est le fait de passer d'un visage à un autre, par exemple. Mais là, je parle d'une époque où il y avait clairement pas les avancées technologiques. Et ben, pour l'époque, le morphing est incroyable. On voit le visage d'Avenant disparaître pour le visage de la bête. Je rappelle encore une fois, Jean Marais joue les deux, donc c'est très pratique. Ludovic a peur, le lâche, ce qui est logique. Et du côté de la bête, bah, il se relève d'un coup. Mais vraiment d'un coup, genre, il est au sol, et on retrouve l'apparence de Jean Marais, et donc d'Avenant, dans un magnifique prince charmant. La seule différence, c'est que là, il a les cheveux courts. Fallait quand même une petite différence. Et vas-y que j'ai été puni par les faits parce que mes parents n'y croyaient pas. Punir un enfant pour la faute des parents. Enfin, la faute parce qu'ils n'y croyaient pas, super. Mais vas-y que ton amour m'a sauvé la vie. Et qu'elle est triste parce qu'il ressemble à Avenant. La bête, évidemment, lui demande, est-ce que tu l'aimais? Oui. Super, ça se dit pas, ça meuf. Est-ce qu'il le savait, Avenant? Non. Bah, alors là, on est tous témoins, ça se voyait, enfin, ça se voyait. C'est à la fin qu'on découvre qu'on l'aimait parce qu'elle a tellement repoussé qu'on disait non, elle l'aime pas, quoi. Elle est gentille en disant doucement, mais elle aime pas. Non, non, elle l'aimait apparemment. On remet en avant la vertu. Elle l'aimait, mais bah, elle pensait à son père. Et là, mais est-ce que tu aimes la bête? Oui. Alors t'aimais deux mecs. Je sais pas si c'est un bon move de dire au mec que tu aimes, que tu l'aimes lui, mais que tu aimais aussi le type qui lui ressemblait. Puis, bah, logique, le prince demande, est-ce que ça te déplaît que je lui ressemble? Oui. Non. Il faut faire un choix. Donc là, Charmant lui dit qu'il va l'emmener dans son royaume, qu'il y aura son père, que ses sœurs porteront sa traîne. C'est beaucoup moins violent que d'être transformé en statue de pierre devant son château à vie. Franchement, ça passe beaucoup plus. Je préfère ça, personnellement. Il demande si elle a peur, et elle sort « Mais j'aime avoir peur ». Et puis là, le réalisateur a pris de la drogue, il s'enlace et s'envole. Mais genre littéralement, le duo décolle et dans les cieux, ils se regardent, ils regardent autour d'eux, et de la drogue. Encore une fois, ça a été long, mais c'était nécessaire. Comme vous l'avez vu, les changements ont été plus que nombreux pour le conte. Heureusement déjà pour la longueur, et heureusement pour Disney. Ce dernier a pris le relais, s'est accaparé des changements, et les a modifiés parfois au mieux. Les frères et sœurs, ciao, ils ont disparu pour laisser place à Belle, fille unique, qui d'ailleurs, là c'est son prénom, c'est pas juste un surnom. Et le choix est judicieux puisque à la place des sœurs, on retrouve tout un village qui la juge. Alors elle est très belle, il n'y a pas de souci, mais elle lit. Une fille qui lit, c'est un truc que l'on retrouve un peu souvent dans le second âge d'or de Disney. Alors second âge d'or, c'est à peu près 1985-1995 si je dis pas de bêtises. Ce sont des héroïnes un peu différentes de ce qu'on voyait avant, elles sont moins passives, un petit peu plus dans l'action, plus réfléchies, elles se cherchent elles-mêmes, elles ne veulent pas obéir à des codes donnés. Il y a aussi un peu l'idée de conflit, on retrouve ça par exemple avec Ariel, son père, et l'idée de ne pas écouter le jugement sur les autres. Les humains sont mauvais, non je te crois pas, je vais voir par moi-même. Jasmine, reste avec nous parce qu'il te faut un mari, c'est le statu quo, et de toute façon, bah dehors c'est dangereux, je ne te crois pas, je veux voir le peuple moi-même. Et Belle, tu lis c'est bizarre, la bête est méchante et violente, Belle, c'est pas qu'elle le croit pas, mais bon, bah, elle apprend que faut voir au-delà de l'apparence et apprendre à connaître. J'aime bien ces héroïnes un peu différentes. Alors, c'est pas encore ce qu'on aura plus tard avec, par exemple, Rebelle, avec Elsa ou ce genre de choses, mais c'est déjà un bon début qui change des princesses passives où, désolé, j'adore Blanche-Neige et Cendrillon, mais il faut avouer qu'à part chanter et attendre l'amour, il se passe pas grand-chose. Le fait que le père n'est plus le marchand riche respecté, mais un inventeur un peu farfelu, c'est aussi génial. Là, il y a aucun doute, l'intérêt des gens pour Belle, on sait que c'est uniquement pour sa beauté et pas pour la richesse ou pas pour la lecture, puisque là, c'est pas très bien vu de passer son temps à lire ou à avoir des rêveries. Avenant, qui n'existait pas du tout, à mes yeux, a permis la création de Gaston. Gaston, le fameux méchant qu'il fallait dans La Belle et la Bête. Avenant, c'est compliqué. On a un peu de tristesse avec lui quand il meurt parce que il n'était pas totalement méchant. Il avait des biais vraiment horribles, mais une part de lui voulait faire le bien. Gaston, lui, c'est un... On a renforcé les défauts d'Avenant et on a diminué ses qualités. Gaston est quelqu'un qui pense à sa beauté, quelqu'un qui veut Belle. Avenant, lui, même s'il y a une partie de lui qui contraignait la Belle, il l'aidait, il voulait la sauver, il aidait même son père alors qu'elle n'était plus là au château, qu'il la croyait morte. Tandis que Gaston, il veut Belle et c'est tout, il veut la forcer, il ne l'écoute pas.
Il n'aime pas son père, il le juge et s'en moque même plus tard, et veut tuer la bête parce que immédiatement il dit c'est une terrible créature et refuse d'écouter Belle. Alors Avenant oui, il voulait aussi tuer la bête, mais lui il pensait plus à un lavage de cerveau, tandis que Gaston il s'est imaginé directement la créature féroce et différente qu'il faut chasser. Un peu comme Quasimodo on va dire. T'es moche, tu mérites pas de vivre. Et la bête à mes yeux a gagné énormément en humanité. Il n'a pas été puni au hasard par une mauvaise fée ou parce que ses parents ne croyaient pas aux fées, mais parce qu'il a mal agi. C'est quelqu'un qui manquait de vertu à la base, quelqu'un qui s'est moqué d'une personne âgée qui avait l'air laide, et au final c'était une fée qui voulait juste le tester. Bon, la différence aussi c'est que c'est pas le seul puni, c'est tous ses serviteurs qui ont été punis avec lui. D'où la forme d'Auger, qui a été influencée encore une fois avec les mains dans les murs. La rose et le miroir ont pris un peu plus d'importance, alors un peu dans le film de Cocteau, mais énormément dans le film de Disney. Le miroir apparaît plus tôt, et surtout la rose, c'est pas juste t'as pris une rose au hasard et moi je suis pas content parce que ce sont mes roses. Dans le conte, c'est quelque chose juste qui tenait à cœur à la bête. Dans le film, il sous-entend que c'est une de ses forces, quelque chose qui aide à son pouvoir. Mais dans le Disney, la rose, elle a un temps donné avant de faner. Elle a un temps donné pour laisser une chance au prince de retrouver sa véritable apparence. C'est une sorte de sablier qui, une fois la dernière pétale tombée, condamne tout le monde. Ce n'est pas le retard de Belle, le fait de se laisser mourir de faim ou je ne sais quoi qui fait mourir la bête. Alors pour commencer, certes, la bête est condamnée parce qu'il va rester dans son physique à cause de la rose, et aussi parce qu'il s'est pris une flèche dans le dos. D'ailleurs, c'est là qu'on retrouve la flèche qui a été mise dans le dos d'Avenant et qui a été réutilisée, mais pour la bête à cause de Gaston, qui lui finit mal, mais on n'aime pas Gaston ici. D'ailleurs, je trouve qu'on y perd un petit peu en partie la leçon donnée par Madame de Beaumont. Dans le conte, je rappelle, la bête n'est pas censée être belle, de toute façon ça c'est foutu, mais n'est pas censée montrer son intelligence. Alors que dans le Disney, tout le monde, tous les serviteurs poussent la bête à courtiser la belle, à faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. D'ailleurs, on a abandonné en partie la détresse et la tristesse de la bête, et on a plus joué sur la colère de la bête. La bête est perdue, la bête ne sait pas quoi faire. Ce qui est d'ailleurs très beau. D'ailleurs, c'est là que je me rends compte qu'en fait, on a repris entre guillemets le caractère des filles, avec la fin du conte original pour Disney. Les sœurs, dans le conte original, sont condamnées en forme de pierre à rester comme ça jusqu'à reconnaître leurs erreurs. La bête est condamnée dans sa forme de bête à cause de ses erreurs, de ses jugements, de sa façon d'être, et est sauvée par la belle. Et je tiens aussi à remercier Disney. Que la bête prenne l'apparence d'Avenant dans le film de Cocteau, il n'y a pas de problème puisque Avenant n'était pas si horrible que ça. Par contre, si la bête avait ressemblé à Gaston, je crois que j'aurais chialé. Et Belle aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo relativement longue. Je m'excuse pour le retard, j'ai dû attendre du matériel, dont cette magnifique caméra qui est en train de filmer. Je me vois dans le retour, coucou. Ça a été aussi un peu plus long que d'habitude parce que j'ai dû analyser bien plus en profondeur qu'avant, que j'ai dû visionner le film et prendre des notes et comparer, et revoir aussi le Disney pour essayer de réfléchir à tout ce que je pouvais dire. J'espère que ce n'est pas parti un peu dans tous les sens, c'est la première vidéo de ce genre que je fais. Les prochaines fois seront beaucoup mieux, je vous le promets. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme. La prochaine vidéo parlera du château de Hurle, et si vous êtes fan d'animation japonaise, vous le connaissez sûrement, le château ambulant, mon Ghibli préféré. Je vais faire le même exercice, comparer le livre avec le Ghibli. Officiellement, j'ai pas besoin de revoir le château ambulant parce que je l'ai vu au moins une vingtaine de fois, je le connais par cœur. Mais pour le plaisir. J'ai bientôt fini le château de Hurle. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez du château ambulant et du livre. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du conte si vous le connaissez, et de mon analyse. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, je vous fais de gros bisous, et n'oubliez pas de lire. À bientôt les piou-piou.